ni admissible qu'aujourd'hui, que les données sont quand même évidentes. Elles sont là. Il n'y a plus, désormais, rien ne se cache, rien n'est caché. Ces données-là sont là. Tout ce que les gens ont dit avant, en 2013, on en a parlé, 2014, 2015, on en a parlé, les gens n'ont pas voulu écouter. Mais aujourd'hui, le temps a permis d'arriver à la réalisation concrète par tous, même les aveugles. Aujourd'hui, ils voient ça, ils touchent ça du doigt, ils sentent ça, ils écoutent ça, pour connaître qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Donc, les gens là qui sont en train d'organiser cette chaîne-lie dans notre espace, tout le monde connaît, je ne reviendrai pas là-dessus. Comment Serval a été monté, comment Serval a joué le rôle négatif dans l'obstruction à l'armée malienne, à l'État malien de travailler à recouvrir son intégrité territoriale, le blocage pendant plus de 5 ans, 6 ans, aujourd'hui qui a été fait à l'armée malienne, et pour qu'elle ne puisse pas arriver dans la zone de Kidal, et bien d'autres agissements et d'autres comportements qui ont pu être malheureusement observés. Donc, les données sont là. Que nous soyons dans la position maintenant, au lieu qu'on considère, les gens disent, on doit faire union sacrée nationale. On doit être capable de regarder dans la même direction. Mais pour regarder dans la même direction, il faut qu'on s'assure que réellement, tous, nous avons la même préoccupation patriotique, la même préoccupation vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de notre nation, vis-à-vis de notre République. Est-ce que nous sommes véritablement tous pour la République ou bien on est pour autre chose? C'est ça la réalité. Quand vous avez des gens qui pensent que lorsque on dénonce ces réalités évidentes, les gens préfèrent la danse du ventre et même utiliser une sorte de comment vous appelez ça, de terrorisme intellectuel avec des gros mots qu'on utilise pour essayer de vouloir terroriser les gens ou bien mystifier les gens, menacer les gens et raconter des histoires jusqu'à dire que quand vous demandez à ce que ces bases militaires inutiles, d'abord qui sont illégalement venus s'installer chez nous, elles doivent quitter, elles doivent faire leur bagage, parce qu'on ne voit pas leur utilité, leur présence n'a rien changé, au contraire leur présence a aggravé les choses. Et le dernier drame que nous venons de vivre, plus la honte d'avant-hier quand on a entendu sans honte, les gens dire qu'ils ont pu détecter Boura, qui serait celui qui a organisé l'assassinat ici à Kouré comment on appelle ça, des citoyens français qui ont été assassinés dans les conditions que l'on sait, où on a dit qu'une enquête va être faite mais qui n'a jamais été donnée, on n'a jamais donné de résultats, pour savoir comment les gens là-même ont été capables de quitter sans informer qui que ce soit, pour que des dispositions sécuritaires soient prises pour les protéger, éventuellement, si d'aventure ils doivent aller là-bas. Mais ils sont partis, et c'est quand le problème s'est posé qu'on a décidé que le Niger est devenu zone rouge. Et on a badigeonné tout le pays avec la couleur rouge pour dire que le Niger n'est plus un pays fréquentable. Et on sait. Donc les gens avaient un dessein, ils avaient un objectif. Et nous, ce qui nous surprend, c'est qu'est-ce qui pousse nos dirigeants politiques, nos autorités à développer ce comportement de langue de bois. Et cela, malheureusement, c'est valable aussi bien pour les autorités au pouvoir, comme quand c'est pour ça que j'utilise le mot dirigeants politiques. Nos dirigeants politiques, c'est y compris les dirigeants de l'opposition, pour lesquels on n'entend pas de manière claire et nette la position par rapport à cette situation-là. Tout le monde semble faire la danse du ventre, ce qui donne l'occasion à d'autres de croire que oui, si maintenant nous, acteurs de la société civile, nous sommes en train de dénoncer ça, qu'on est en train de le faire dans un but politique, au compte d'autres gens qui sont cachés, qui seraient cachés derrière nos prises de position. Et ils le savent que c'est faux. Ils savent que c'est faux. Que derrière nous, il n'y a personne. Devant nous, il n'y a personne qui nous pousse. C'est notre conviction citoyenne et patriotique. Et on n'a pas commencé à dégager nos positions aujourd'hui.
depuis tous ces régimes qui sont passés, nous avons dégagé nos positions. Tout le monde nous connaît, nos positions, nous avons été capables de dégager nos positions à chaque occasion et par rapport à tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays, au moins pendant 30 ans. Donc, il faut arrêter de vouloir dévier les choses. Et tellement c'est grave que les gens, au lieu de voir le problème national, comment il se pose avec acuité, pour qu'on soit dans la position d'avoir une compréhension citoyenne collective et qui soit une compréhension partagée. On voit les gens faire de la politique politicienne dans l'appréciation du dossier, dans le traitement du dossier. Sinon, comment? Des gens qui sont venus, qui ont fait l'objet de ce qui a pu être observé à Terra, que nous entendions des représentants du peuple, soi-disant, sans honte, tenir certains propos, jusqu'à vouloir ne même pas reconnaître que c'est une manifestation qui est organisée par des citoyens qui se sont mobilisés et qui sont en train de dire leur point de vue, leur pensée, leur manière de faire. Comme une manière d'insinuer qu'il vaut mieux les traiter comme des djihadistes ou des insurrectionnels et ne pas reconnaître que c'est des citoyens honnêtes, sincères, de bonne foi qui étaient en train de manifester pour exprimer leur courroux de la présence de ces gens-là dans notre espace sans qu'il n'y ait de résultats concrets. La présence de Barkhane n'a pas engendré une protection à nos populations en ville comme en campagne. Ça a plutôt aggravé la situation. Et vous entendez des députés, malheureusement, évidemment, qui ne connaissent pas leur rôle, parce qu'ils ne comprennent même pas la dimension du rôle qui est le leur. Et vous entendez les députés faire une lecture partisane de ça. Il est bon qu'on revienne aux fondamentaux. Dans notre pays, le choix qu'on a fait, nous avons dit que nous voulons bâtir une république, une indivisible, démocratique et sociale. C'est une manière de battre en brèche toutes les autres formes de pensée primaires, des pensées sectaires, des pensées négatives, et dire que c'est la République qu'on va tous porter, et c'est la République que nous allons chercher à construire, à édifier, pour que la République, avec ses valeurs, que cela puisse profiter à tous les citoyens de la République. Et c'est pour cela que dans la constitution de notre pays, il a été clairement dit, dans l'exercice du pouvoir d'État, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à participer à l'exercice du pouvoir d'État, à quelque niveau que ce soit, il y a des comportements qui sont interdits et même bannis par la loi pour que les uns et les autres ne soient pas là en train de les développer ou de les entretenir. C'est par exemple le pouvoir personnel, la personnalisation du pouvoir. Mais la République, ce n'est pas une propriété du président de la République, ni ou de quelqu'un. La République, c'est un bien indivisible qui appartient à tous les citoyens de la République. Le président de la République n'est que président de la République avec des prérogatives qui lui sont reconnues par la République dans la Constitution, qui ont fait de lui le président de la République, chef de l'État. Et dans son rôle de chef de l'État, il a des devoirs, des obligations qui sont les siennes. On a dit bien que le président de la République, il incarne l'unité nationale. Ça veut dire qu'il doit se comporter de telle manière que tous les citoyens de la République sentent qu'il est leur président. Il doit être au-dessus des partis politiques. Ce n'est pas une prérogative, c'est un devoir. C'est une obligation qui est faite au président de la République. Pour qu'il puisse, dans la manière de conduire les affaires de la République en tant que président de la République, chef de l'État, qu'il puisse se comporter de manière à considérer tous les citoyens au même pied d'égalité, étant entendu que nous avons dit que la République est un État de droit et qu'elle assure à tous l'égalité devant la loi. Donc si on tue des citoyens nigériens à Terra comme à Difa ou partout sur le territoire national, c'est des Nigériens qui ont été tués et qui sont sous la responsabilité de la couverture de l'État en termes de protection. Et si des forces étrangères vont arriver chez nous, parce qu'elles doivent arriver chez nous, on doit accepter qu'on puisse tirer sur nos compatriotes comme des pigeons. Et qu'après, on essaie
de trouver et faire la danse du ventre dans la recherche de la responsabilité des uns et des autres, jusqu'à vouloir détourner les choses ou dévoyer les choses. Mais les données sont là. Quand on a voulu, on considérait que, bon, le président dit que ils ont pris l'engagement qu'on doit assurer la protection de cette colonne-là lorsqu'elle passera au Niger. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas arriver armés. Ils doivent être désarmés et ce sont nos forces qui doivent les encadrer de leur entrée jusqu'à leur sortie s'ils devaient sortir. Mais comment on a fait pour qu'ils viennent armés? Qu'il y ait des armes entre leurs mains. Première question. Si c'est à nos gendarmes de les protéger ou de les encadrer ou de les escorter, ça veut dire que même si c'est des armes qu'ils transportent, ces armes-là sont censées être des armes emballées. Mais que eux, ils ne peuvent pas les utiliser. Et tout le monde a vu qu'ils avaient des armes entre leurs mains, qu'ils étaient bien armés, avec des armes réelles, qui n'étaient même pas des armes de maintien de l'ordre. Donc c'était bien intentionné. On a bien vu, et c'est ça qui fait que tous ceux qui défendent le contraire, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes s'ils se regardent dans le miroir. Parce que les avions qui ont décollé, ils ont décollé d'où? Ils sont venus bombarder la ville de, comment on appelle ça, de Terra, avec un produit, on ne sait pas c'est quoi. Et comment les avions là ont été capables, pour la première fois, de sortir parce qu'il s'agit de protéger leur convoi. Alors que ces mêmes avions sont dans ce pays-là depuis des années, on tue nos gens, mais on ne les a jamais vus s'élever. Les gens viennent nous tuer sur des motos. Avant-hier, ils disent qu'ils ont pu repérer la moto, ils ont même pu repérer la personne avec son identité et tout. Et ils ont tiré sur lui, ils l'ont neutralisé. Alors que des colonnes de motos, 100, 200, 300 motos, arrivent, ils posent des actes sur notre territoire, ils ont le temps de le faire et de retourner dans leur bastion qui constitue leur no man's land sous la protection de Berkane, qui est effectivement la zone de Kidal au Mali, qui est sous la protection de Berkane. Mais bon Dieu, comment on peut continuer à avoir une telle évidence et ne pas être capable de considérer que c'est inacceptable et c'est à dénoncer? Quand on dit on a exigé comment on appelle ça, une enquête, mais auprès de qui on exige? Et j'ai entendu les gens considérer que, ah oui, c'est déjà une prise de position. On a dit dans le message qu'on a exigé une enquête. Non. Les choses se sont passées sur notre territoire. Il n'appartient pas à un autre pays de faire l'enquête. C'est sur notre territoire que ça s'est passé. Et s'il y a enquête à faire, c'est dans notre pays qu'on doit reconstituer les faits. Et non ailleurs. Ou bien considérer que c'est à quelqu'un de faire l'enquête au point de formuler une exigence à son endroit. Mais bon Dieu, ça rime à quoi? Cette attitude-là, elle rime à quoi? Elle rime à quoi? Que l'on soit dans la position de constater ça. On a vu, les gens ont fait. Eux-mêmes, ils ont revendiqué. Ils ont reconnu qu'ils ont été amenés à se sentir obligés de recourir à ces moyens-là pour se dégager parce qu'ils estiment qu'ils ont été envahis par une horde de gens violents qui étaient en train de vouloir obstruer leur passage et même s'attaquer ou s'en prendre à leurs moyens, à leur matériel. C'est ça qu'ils ont dit, non? On a écouté le colonel qui a parlé sur France 24. On a écouté, comment on appelle ça, Parly, en train de parler pour raconter sa vie, pour dire ce qu'elle a dit. Au point où elle répond au président pour dire que non, leur réponse est une réponse adéquate. Ils ont fini l'enquête, il n'y a pas d'enquête qu'eux ils ont à faire. Tout est fini, tout est clair. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aller savoir ce protocole qui les lie à nous, il contient quoi? Nous avons déjà vu ce qu'il y a pour d'autres pays, mais chez nous c'est quoi? Le protocole de Niger, si le Niger a signé un papier qui garantit leur présence chez nous et qui définit leur place, leur rôle et leur façon de se comporter sur notre territoire. Il faut sortir ce document.
pour que l'on soit dans la position de savoir très exactement quel est le niveau d'engagement que les gens ont été amenés à prendre là-dessus. C'est très important ça. Maintenant, on vient, on pose le problème, on dit, bon, cette affaire-là, tout le monde a dit il faut faire enquête. Les députés décident que bon, il faut quand même, c'est le rôle des députés. Les députés, c'est eux les représentants du peuple. C'est eux les représentants de la nation. C'est eux qui doivent savoir et qu'est-ce qui se passe au nom du peuple. Pour qu'il n'y ait pas du désordre et que le peuple se mette partout à vouloir, il veut se confier aux députés. Et voilà que les députés, au lieu de se considérer comme étant les représentants de la nation, ils se considèrent comme des représentants de leur lobby politique. Et dans une pure logique d'esprit de clan, vous avez entendu le discours des gens. Des gens qui, il y a même des personnes qui parlent et ils n'ont même pas honte. Il y a des gens qui ils sont partis, des pires voleurs comme ça là, qui sont partis se cacher à l'Assemblée. Des gens qui ont fait tout ce qu'ils ont fait au ministère de la Défense, dans les autres ministères, dont on connaît aujourd'hui, avec les dossiers qui étaient. Et ce sont ces gens-là qui vont venir mystifier les gens, menacer les citoyens, menacer les gens et dire que non, on n'a même pas droit à l'information. Non, je suis malade. Je suis navré. Quand je constate que c'est ça que nous avons, on a ça. C'est à ça qu'on a affaire. Des gens sans honte, ni vergogne, qui n'ont honte de rien. Qui n'ont absolument honte de rien du tout. Malgré tout ce qu'ils sont censés se reprocher et avec tous ceux qui savent qu'ils ont fait contre ce peuple-là, contre ce pays, au ministère de la Défense, ils ont le culot, ils ont la bouche pour parler. Ceux qui ont fait autre chose au ministère de l'Hydraulique, ils ont le droit, ils ont le culot pour parler aux gens. Parce qu'aujourd'hui, ils sont partis se cacher à l'Assemblée. Et comme ils pensent qu'en allant se cacher à l'Assemblée, c'est une carapace, c'est une protection qu'ils ont, et parce qu'ils sont à l'Assemblée. Non, non, monsieur, vous vous trompez. Nous sommes dans une république. La constitution du Niger est très claire. Les députés, ils sont les représentants de la nation. Ce n'est pas les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, c'est totalement des organisations anticonstitutionnelles. Je le dis et je le répète. L'article 87 de la Constitution est très clair. Chaque député est représentant de la nation entière. Le vote du député est personnel. Tout mandat impératif est nul. C'est dans la Constitution. Donc, histoire de groupe parlementaire ou chef de groupe. Quel chef de groupe? Quelle discipline? Par rapport à quel chef de groupe? Quel groupe? Moi, je suis député, on est député, les députés, voilà ce qu'on a à faire. On a tous à travailler pour le peuple dans le cadre de l'Assemblée. Et les organes de fonctionnement de l'Assemblée, ce sont les commissions parlementaires. C'est tout. Les commissions que l'Assemblée met en place en tant que commission permanente ou bien des commissions temporaires qu'on peut mettre dans le cadre s'il y a des enquêtes parlementaires à faire, on les met. Mais les groupes parlementaires, ça n'a aucun sens. Ça renvoie à l'esprit de clan. Or, la Constitution est claire. Dans l'exercice du pouvoir d'État, il n'y a pas l'esprit de clan. La discrimination sous toutes ses formes, c'est banni et puni par la loi. Mais quand les gens se regroupent et ils parlent dans un esprit de clan partisan, mais alors ils ont violé la Constitution. C'est un comportement qui viole la Constitution. Même si aujourd'hui, ce règlement intérieur de l'Assemblée, qui devait normalement être soumis au contrôle de la constitutionnalité pour être sûr que les gens sont conformes à la Constitution et voir qu'à travers ces groupes parlementaires-là, on doit retrouver qu'il y a des comportements claniques et partisans qui vont s'observer à l'Assemblée, ce qui est totalement contraire à la Constitution. Et le règlement intérieur de l'Assemblée ne peut pas être au-dessus. Il ne peut pas être au-dessus de la Constitution. L'article 98 de la Constitution, c'est lui qui a donné pouvoir à chaque député la possibilité d'interpeller tout ou partie du gouvernement, du Premier ministre à tous les membres du gouvernement. Chaque député a cette prérogative légale. Il n'a même pas besoin de consulter un groupe parlementaire ou je ne sais pas qui pour considérer qu'il a le droit de le faire. Et si aujourd'hui les gens se sont organisés dans une forme d'omerta, une forme d'entente escroc, l'escroquerie politique et morale pour essayer de travestir l'esprit et la lettre de la Constitution, c'est très grave, c'est triste. Ça plombe notre République, ça plombe notre ambition démocratique, notre ambition républicaine de bâtir une vraie République citoyenne dans ce pays qui soit un véritable état de droit qui puisse garantir
comme il est dit dans la Constitution au niveau du préambule, d'une part, l'exercice des droits collectifs et individuels. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les droits collectifs, beaucoup de droits collectifs sont plombés. La liberté, beaucoup de libertés sont plombées. La justice, il n'y a pas de justice. Et la justice est caporalisée, y compris par ceux qui sont les acteurs qui sont censés animer la justice qui est censée être rendue sur le territoire national au nom du peuple, dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre dans notre justice? C'est ce qui est en train de se passer. L'égalité. L'état de droit doit garantir l'égalité. Il doit garantir la dignité. La dignité humaine. Il doit aussi garantir la sûreté. Chaque citoyen doit sentir qu'il est dans une république qui est sûre qu'il lui garantit la sûreté. Et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance se renvoie au principe de la primauté du droit en toutes circonstances et aussi l'obligation de gérer les affaires publiques, les affaires de l'État dans les conditions prévues par la loi et avec obligation de redevabilité, obligation de rendre compte. Aujourd'hui, vous avez vu, l'Assemblée, elle se refuse même au contrôle légal prévu par la Constitution, le contrôle juridictionnel de la Cour constitutionnelle, non de la Cour des comptes, et aussi même le contrôle d'autres institutions, et qui pourtant cherchent de l'argent et mettent à la disposition de l'Assemblée. Donc l'Assemblée prend l'argent public, elle le carotte comme elle veut, et puis elle se refuse à tout contrôle. Et c'est comme ça, vous voulez, c'est ça que les gens croient, que c'est, et avec ça, ils peuvent venir se vanter jusqu'à arborer des expressions qui sont totalement aujourd'hui déshonorées. Parce que lorsqu'on dit honorable député, justement c'est parce que du point de vue de la place que la constitution de notre pays, à travers le choix libre et conscient de notre peuple, a réservé à la fonction parlementaire, la fonction de député, on considère que celui qui est appelé à cet exercice citoyen et républicain, il mérite d'être honoré. Il est honorable. Mais honorable, ça veut dire qu'il doit se comporter de manière à ce que, justement, il soit honoré par les citoyens. Mais si vous êtes un député qui manque d'abord au rendez-vous du travail parlementaire, regardez le fonctionnement de l'Assemblée. Tous les jours, ils sont absents. Les gens ont organisé des tricheries monstres pour se faire payer alors qu'ils ne travaillent pas. Ils se font payer des indemnités parlementaires alors qu'ils ne font rien. Ils sont absents. Ils sont régulièrement absents. Ils sont régulièrement absents. Tout ça, là, c'est des manquements. Et ici, qui est en train d'être abusé de tous les députés? C'est uniquement le président de l'Assemblée. Lui, qui pour exercer la fonction de président de l'Assemblée, on l'a obligé de prêter serment sur le livre saint de sa confession pour veiller au respect à l'Assemblée nationale, au respect de la Constitution et des lois de la République. Et voilà aujourd'hui des députés qui n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes alors, et viennent pousser le président de l'Assemblée à accepter de violer la Constitution, mettre le règlement intérieur de l'Assemblée au-dessus des dispositions de la Constitution qui sont pourtant très claires. Les prérogatives de député qui lui permettent d'interpeller le gouvernement, le Premier ministre ou tous les autres membres du gouvernement en interpellation écrite ou orale, en question écrite ou orale, ou bien en question d'actualité, c'est une disposition constitutionnelle qui garantit à tout député. Et il ne s'agit pas de députés de l'opposition ou de la majorité. La Constitution ne reconnaît pas les députés de l'opposition ou de la majorité. La Constitution ne reconnaît que les députés, le statut de député. C'est ça que les gens doivent savoir. Ils doivent retenir. La Constitution ne connaît pas le député de l'opposition. Elle ne connaît que le député avec son obligation d'exercer sa fonction en mettant en avant les intérêts supérieurs de la nation et du peuple. Et qu'en tant que député, il participe au vote des lois, donc à consentir l'impôt, donc à l'adoption de la loi de finances, mais aussi au contrôle de l'action gouvernementale. Et ça, c'est dans le cadre de ce contrôle de l'action gouvernementale qu'il a été reconnu à chaque député, lui seul, pas tous,
Lui seul, un député. Chaque député est représentant de la nation entière. On n'a pas dit même sur toute l'Assemblée. Chaque député, on a dit. Lisez l'article 87 de la Constitution. Et on dit que ce député-là, chaque député a droit d'interpellation. Quand il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il veut comprendre, il veut savoir, il a le droit d'interpeller les membres du gouvernement et il ne peut pas se soustraire à ça. Ils ont l'obligation de se soumettre à ça. C'est l'article 88. Lisez l'article 94, vous lisez l'article 88 et vous allez 98 pardon, et vous allez vous rendre compte de ce que la Constitution a déjà prévu. Et le code, même quand vous venez dans le règlement intérieur, vous allez voir, lorsqu'on a parlé des interpellations, mais on a dit que les débats sur les interpellations, c'est un débat qui est réputé public. Mais les gens font de la confusion. Quand on dit que le débat est public, ça veut dire que c'est un débat qui est public. Il peut être fait en présence du public, qui peuvent être dans la salle, en présence y compris des médias, pour élargir la connaissance de l'information sur ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. Maintenant, si on dit qu'il y a quelque chose de spécifique qui peut appeler à une question, à la nécessité de faire un huis clos, dans tous les cas, lorsque c'est un huis clos, quand vous êtes avec une assemblée composée de 100 et quelques députés, 166 députés aujourd'hui, mais quel huis clos tu peux faire avec 108 personnes? Entre nous. Dès que tu parles, même entre deux personnes, dès que tu parles entre vous deux personnes, avec une troisième personne, c'est fini, l'information est partout. Ce que vous ne voulez pas qu'on sache ou qu'on entende sera su. Il sera su. Parce que tous les députés là qui vont assister à leur fameux huis clos, mais tout le monde a entendu, mais chacun va venir parler dans son groupe, dans sa fada, dans son truc. Il va dire voilà, le ministre a dit ceci, le ministre a dit cela. Parce qu'il a dit. Parce que c'est ça qu'il a donné comme réponse. Donc à quoi ça sert de dire un secret de polichinelle, quelque chose que tout le monde connaît? Qu'est-ce qu'il y a à cacher ici? Pour qu'on considère... Ils disent que c'est une question sensible. Sensible par rapport à quoi? C'est mais elle est sensible justement parce qu'on a tué nos compatriotes. On a tué nos compatriotes. C'est un véritable drame que la France a provoqué au Niger. Et parce que la France a provoqué un drame chez nous. Rappelez-vous, quand on a tué une seule personne, le colonel Claude, on a dit drame de Ankori. Vous vous rappelez de ça dans l'histoire? Vous n'avez pas fait l'histoire où on vous a parlé de la pénétration coloniale? Hein? Alors, donc il faut savoir, eux, ils en avaient considéré ça comme un drame. Alors qu'ils avaient tué nos parents, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, des villages dévastés, des animaux détruits. Tout ça, ce n'était pas dramatique. Mais le jour où ils ont, entre eux, ils se sont tués, donc finalement, c'est ça qu'ils ont considéré comme un drame. Et là, c'est la même chose. C'est un avion. Les gens ont fait décoller 2 avions pour aller tirer sur les jeunes, sur les populations de terrain. 2 avions. Ils les ont lâchés, tout ce que tout le monde a vu. Et après on vient, on dit non. En plus, non seulement voilà, ils nous ont causé ça comme tort, et après ils accusent notre gendarmerie. Est-ce que notre gendarmerie, contrairement à ce que nous avons entendu M. Bazoum dire, que non, qu'il y a eu un problème, l'encadrement n'a pas été suffisant, avec quoi la gendarmerie nigérienne va encadrer des militaires de Barkhane avec leurs chars et leurs armes? Des armes plus sophistiquées que ce que nous avons en tant que gendarmerie nationale ou en tant qu'armée nationale. Avec quoi ils vont les encadrer ou ils vont les protéger? Ils vont protéger comment? Par rapport à quoi? Non, il faut être raisonnable. Il faut être correct. Il ne faut pas vouloir, parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, on puisse dire des choses qui, en fait, que vous allez regretter toute votre vie. Parce que nous, on se connaît. On se connaît, on se sait là. On sait réellement, en dehors du discours officiel, qu'est-ce que véritablement les gens pensent. Alors si les gens pensent, il faut que ce que vous pensez là, que vous soyez capable de l'assumer en toute responsabilité et de le dire, de le faire savoir. Aujourd'hui, pourquoi on va continuer à considérer que ouais, nous devons avoir peur de quoi? On doit avoir peur de quoi? Moi, vous croyez qu'aujourd'hui, si de cette position à l'instant, il envoie une bombe qui me neutralise, mais j'aurais quitté ce monde-là avec le bonheur d'avoir fait ce que je dois faire, tout simplement.
Mais je ne peux pas accepter de voir qu'il y a des réalités criantes, que nous ayons une assemblée godillot, avec des députés godillots, des députés irresponsables, qui sont aujourd'hui en train de se comporter avec une forme de danse du ventre inacceptable. Le rôle de l'assemblée est à part, le rôle du gouvernement est à part. Et vouloir dire qu'il y a une question de majorité, une question de je ne sais pas quoi, c'est violer même la Constitution, parce que la Constitution ne reconnaît pas la logique clanique dans la gestion de l'État. On a dit de l'exercice du pouvoir d'État, même avoir l'esprit de clan, on a dit l'esprit de clan est banni. Même ça, avoir l'esprit même, à plus forte raison, agir dans ce sens-là, comme les gens sont en train de le faire, pour faire de l'exclusion. Alors qu'on a dit, il faut, c'est dans le serment du président de la République, nous devons avoir une administration qui soit neutre, et qu'il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de discrimination qu'on doit faire entre les citoyens nigériens employés de l'État, fondés sur des considérations partisanes ou autres considérations. C'est écrit dans la Constitution. Les discriminations sous toutes ses formes, c'est banni. L'esprit de clan, l'esprit féodal, l'esprit sexiste, tout ça là, on a dit c'est banni. La corruption, la concussion, le détournement, l'enrichissement illicite et autres, c'est ça on a dit. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Voilà pourquoi nous disons, les uns comme les autres doivent ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. Ils doivent racler leur gorge et nettoyer leur cœur pour faire en sorte qu'ils donnent leur cœur là à ce pays-là, à cette nation-là, à cette république-là, à cette patrie-là, pour que nous soyons en mesure de nous organiser ensemble, créer la synergie citoyenne nécessaire à mettre en place pour que nous puissions protéger notre pays, protéger notre peuple. Nous sommes véritablement menacés. Et nous avons certains de nos compatriotes qui jouent le jeu de ceux-là qui nous menacent. Nous devons être capables de les empêcher de continuer à nous menacer. Nous devons être capables d'exiger d'eux, tout au moins, parce qu'eux, ils sont de nous. Et on les a confiés des charges et des responsabilités qu'ils doivent assumer sur la base de la loi. Et s'ils ne sont pas capables de faire ça, ils ne peuvent pas le faire. Plus personne n'est obligé de les suivre et de les subir. La Constitution, à son article, dans le préambule, au point 6, a clairement dit que le peuple a le devoir et le droit de s'opposer contre tout régime qui viole délibérément la Constitution, qui veut transformer la République en dictature. Tout régime qui veut le faire, il est du devoir du peuple de se mobiliser pour s'opposer à ça. Ce n'est pas une question de considération partisane. Nous sommes les citoyens, ils sont les gouvernants, nous sommes les administrés, ils sont les gouvernants. S'ils nous gouvernent de manière abusive et illégale, nous devons être capables de savoir nous donner les moyens de refuser cette forme de gouvernance qui viole la loi. Lorsqu'on fait une gouvernance en violation de la loi, en violation de la Constitution, mais ça veut dire qu'on aura fait un coup d'État constitutionnel. On aura fait un coup d'État à la Constitution. J'ai même entendu un député qui a eu le culot de dire, dans le débat de ce matin, qu'on doit mettre de côté les règlements intérieurs de la loi et puis, compte tenu de la sensibilité, selon lui, de la question, on doit venir utiliser le bon sens. Mais bon Dieu, c'est quel genre de député comme ça? C'est quel genre de responsable qui pense que dans la République, on peut mettre de côté la République, les lois de la République, qui organisent notre gestion commune, qui organisent notre contrat moral, notre contrat juridique, notre contrat politique, qui fondent leur existence en tant que député. On peut mettre ça de côté, il dit, et maintenant discuter. C'est ça, il dit. Parce que tout simplement, les gens ont dit, au lieu de faire le huis clos, il faut interpeller le ministre. Il n'a qu'à venir dire aux gens comment ils ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que directement les citoyens entendent? Pour que directement entendent, directement pendant qu'il répond, tout le monde entend. Dans tous les cas, vous savez que c'est un secret de polichinelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut cacher quelque chose?
Qui a les moyens de cacher quelque chose? Aujourd'hui, là, même si quelqu'un est dans sa chambre, on peut savoir. On peut savoir. On peut lui dire quelle est la couleur de son caleçon. On peut lui dire ça. Ça, je le dis. Et c'est clair. Et d'autres savent, parce qu'on leur a déjà dit ça avant. Et ils savent qu'on peut savoir. Et donc, aujourd'hui, là, ce qu'on veut de chacun, ce n'est pas tous ces détails-là. C'est comment on va tous prendre conscience de manière assez citoyenne, assez patriotique, assez responsable, qu'il s'agit de notre pays. Que personne ne va le faire à notre place. C'est nous-mêmes, nous et nous seulement, en tant que fils de ce pays, en tant que fils de cet espace-là, de cette Afrique meurtrie-là, qui allons nous ressaisir pour nous mettre en ordre de bataille et nous donner les moyens de faire face à la bataille. Mais on ne peut pas continuer aussi à faire la danse du ventre. Vous dites non, on n'a pas besoin de ceci, on veut qu'ils nous donnent cela. On ne veut rien. On ne veut rien. La France n'a qu'à prendre ses effets, elle n'a qu'à partir. Même la langue, la surveille, on peut le laisser. Il y a des pays qui ont abandonné la langue et ils sont en train de parler. Tout ce qu'on fait dans le monde, mais combien de citoyens du monde utilisent la langue française? Même ça, la surveille, on voit ici. On cherche d'autres langues, on parle. Et on fait. Et c'est possible. Pourquoi on va se continuer à être là en train de se complexer? Parce que tout simplement, il y a quelques individus parmi nous qui sont aujourd'hui un peu manipulés, un peu traités, et qu'à cause d'eux, tout le peuple va subir. Et à cause de notre attitude, donc nos progénitures vont continuer à subir. Vous trouvez que c'est raisonnable ça? Après 60 ans, on va continuer. Nous, là, est-ce qu'on est des enfants de la colonie? On n'est pas des enfants de la colonisation, on ne connaît pas la colonisation. Hein? On ne connaît pas la colonisation. Du président à nous, là, on ne connaît pas la colonisation. Nous sommes nés après la colonisation. Donc, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va se complexer? Bon Dieu, quand je me rappelle encore du discours des uns et des autres quand nous étions à la conférence nationale, et avant d'aller à la conférence, les grands débats qui se faisaient, les discours que les gens tenaient, et qu'aujourd'hui, nous sommes là en train d'utiliser la langue de bois et on n'est pas capable, alors que c'est aujourd'hui, on a des choses entre les mains pour apporter la preuve de notre détermination, de notre déterminisme, de notre capacité à faire ce que nous avons reproché aux autres. Oui, on avait reproché aux autres, je me rappelle encore. C'est comme hier, comme si c'était hier, le discours de certains quand on était à la conférence. Quand ils étaient en train de critiquer les dévanciers, les régimes passés, quand ils trouvaient dans les régimes passés, dans leur attitude, ils trouvaient que c'était de la dictature, c'était du despotisme, c'est autre chose. Aujourd'hui que nous sommes là, soi-disant en démocratie, c'est pas du despotisme lorsqu'on empêche aux gens de faire la manifestation, lorsqu'on empêche aux gens de juger de ce que la Constitution a garanti. La loi là, qui dit qu'un tel est ceci, un tel a telle prérogative, c'est la même qui dit qu'un tel a droit à ça, et a droit à ceci, ou bien qu'il n'a pas droit à ça, qu'il n'a pas droit à cela. Et il accepte de se conformer à ceux qui n'ont pas droit, et quand il cherche à jurer de ceux dont il a droit, là aussi on dit non. Tu n'as pas le droit, c'est prématuré, il faut attendre. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi nous estimons que c'est une préoccupation par rapport à notre pays, la situation est dramatique. Et c'est pour cela que je vais enjamber sur la suite pour dire que nous devons nous inspirer de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre environnement. Aujourd'hui, au lieu que nous soyons là en train de mal juger de manière injuste le peuple malien et sa direction d'aujourd'hui, et nous sommes là en train de faire la danse du ventre dans le sens de vouloir plaire à autrui, alors que eux, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Le Mali et le Niger, ce n'est pas des jumeaux. C'est des frères siamois. C'est des frères siamois. Et nous avons des villages qui sont sur leurs fameuses frontières. Nous avons des gens qui sont là quand nous avons été ici vers Sikasso, entre le Burkina et... C'est la même chose quand tu vas ici à Ayeou et la Bezanga. C'est la même chose quand tu vas vers Filengue, comment on appelle, Meneka et puis Filengue. C'est la même chose, on a des gens qui vont de tous les sens. Donc ce sont nos parents, ce sont nos frères. Nous avons les mêmes problèmes. Et donc par conséquent,
nous ne devons pas accepter de faire en sorte que les gens nous divisent, les gens nous utilisent, les gens abusent de nous, les gens nous amènent, nous, à poser des actes de découragement vis-à-vis des autres pendant que eux, ils sont en train de faire preuve de courage, de déterminisme. Quel que soit ce que sera le résultat futur, l'histoire retiendra que des fils ont osé. Et ils ont osé pour dire ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, et à qui il faut le dire, et là où il faut le dire. Et effectivement, la seule chose même que je leur reproche, c'est l'utilisation de l'expression qu'ils ont été abandonnés en plein vol. Non. Moi, je ne conçois pas les choses en termes d'abandon. On n'a même pas besoin d'eux. Pourquoi on va sentir qu'on est abandonné? Nous devons être capables de nous organiser et organiser la relation qu'il nous faut en termes de coopération, en termes de lien qu'on doit bâtir entre nous et le reste du monde pour être à mesure de faire face aux défis qui nous étreignent. Et que nous donnons les moyens d'être capables de changer tout ça. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer? Parce que lui, un petit Macron comme ça, parce qu'il il considère qu'il est héritier d'un pays dont ses parents ont organisé la colonisation contre nos parents à nous, de sa position, de son âge et tout, il va croire qu'il a le droit de considérer que lui, il doit avoir un regard paternaliste vis-à-vis des gens qui sont même ses grands-parents. Lorsqu'il réunit des gens comme Ouattara, des gens comme Ibeka, et des gens comme Issouf Mohamedou, des gens je ne sais pas quoi, et il les met devant, comme si c'est... J'ai toujours eu mal à ça. Toujours. Parce que je ne conçois pas pourquoi ce sentiment de faiblesse. Jusqu'à le monsieur parle, vous tournez la tête, vous êtes là en train de vous gêner, vous ne pouvez pas le regarder les yeux dans les yeux. Pour lui dire ce qu'il faut lui dire. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal, monsieur Bazoum. Tu es parti en Allemagne, tu as dit ce que tu as dit. Les gens ont dit, ah mais tiens, cette fois-ci c'est la bonne. Il a osé le dire, il a dit. Tu es venu, tu l'as dit. Pourquoi tu ne peux pas maintenir le cas? Issoufou, quand il a dit, le statut de Kidal, il faut statuer sur la situation de Kidal. Parce que la situation au Mali, on ne peut pas la gérer clairement si on n'a pas défini clairement le statut de Kidal. Dès qu'il a dit ça, on a tapé sur les doigts, les gens se sont revenus et ils ont dit, ils ont besoin de plus de Barkhane. Si tu dis que tu ne veux pas de Barkhane, d'ailleurs c'est toi qui es le support des djihadistes. Ça à laquelle il nous a dit ça, on n'était pas du tout content qu'il soit venu à nous traiter, nous, de support des djihadistes, nous, de putschistes ou de sujets. Parce que nous sommes en train de dire, ressaisissez-vous. Il est de votre devoir. L'histoire, on l'écrit une fois. On n'a pas toujours la même chance. Parce qu'on ne vit qu'une fois. On ne peut pas vivre deux fois. Et on ne meurt qu'une fois. Soit tu meurs de la belle mort, ou tu meurs d'une mort triste. Ou tu t'honores, ou tu te déshonores. La vie, c'est un choix. Ceux qui choisissent l'honneur, ils auront l'honneur. Ceux qui choisissent le déshonneur, ils auront le déshonneur. Et j'ose espérer que tous ensemble, nous devons bâtir pour l'honneur, pour que nous puissions défendre l'honneur, la dignité et l'honorabilité de notre République et le prestige de l'image que nous devons renvoyer au reste du monde. Parce que aujourd'hui, les données sont différentes. Ce n'est plus la même chose. Et je le dis, je le répète, celui qui n'a pas compris que les données ont changé, alors il sera le tendon de la face. Nous l'avons dit un jour, je l'ai dit à un des responsables de l'ambassade de France. Je lui ai dit, vous risquez d'être les tendons de la face. Parce que vous êtes là en train de continuer à développer la mentalité coloniale. Vous êtes en train de continuer à sous-estimer les gens, à mépriser les gens, à minimiser les gens, à croire que vous êtes toujours là dans votre posture métropolitaine. Vous croyez que les gens ne comprennent? Non, les données ont changé. Les données ont tellement changé que la situation d'aujourd'hui, rien ne se cache. Nous sommes là aujourd'hui en train de communiquer. Actuellement, à l'instant, avec le reste du monde, c'est des millions de personnes qui sont en train d'écouter, qui vont suivre tout ça, qui vont savoir ça. Alors qu'avant, on n'avait pas ces moyens. Avant, quand tu as écrit une lettre, avant qu'elle n'arrive, une lettre, quand tu écris une lettre à un parent à toi, ici à Kano,
La lettre là, avant qu'elle n'arrive à Kano, il faut qu'elle aille à Londres, qu'elle vienne à Paris avant de revenir. Qu'elle va à Paris, ensuite elle vient à Londres. De Londres, elle vient à Abuja avant d'atterrir à Kano. C'est tout ce temps-là qu'une lettre prend. Même un appel téléphonique avant, c'est la même chose. Le signal va à Paris, il vient à Londres, il revient à Lagos avant d'arriver là où, le village où tu veux. Mais aujourd'hui, là, c'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Maintenant, là, ce que tu dis, tu le dis directement, ça va à l'oreille de celui à qui tu veux t'adresser. Donc, c'est une avancée importante où on a comprimé le temps et l'espace. Il est bon que les citoyens du monde le comprennent, que nos contemporains le comprennent, que nous ne pouvons pas continuer à dire oui, ils ont mis 200 ans à faire la démocratie, nous aussi on doit mettre 200 ans pour les rattraper. Non, les données ont changé, les paradigmes ont changé. Avant, quand les gens quittaient Médine pour aller à la Mecque, c'est des jours et des jours et des jours qu'il faut avant de faire le trajet. Mais à l'instant, tu quittes Niamey, tu vas aller à Médine en 5 heures de temps. Alors qu'avant, les gens font 7 ans pour faire la marche pour aller à la Mecque. Je parle le langage que les gens peuvent comprendre. Les données sont là, les choses ont changé. Et parce que les choses ont changé, nous devons être capables de comprendre ça et de nous donner les moyens d'y faire face et de nous adapter au contexte. Quand on dit le changement climatique, c'est le changement climatique, c'est aussi le changement de l'ordre mondial. Ce changement de l'ordre mondial, il ne faut pas qu'il tourne en ce qu'eux ils veulent. Nous aussi, nous devons le tourner à notre faveur. Oui, si aujourd'hui ils ont inventé les Facebook, les réseaux sociaux, les Google, les je ne sais pas quelle application, pendant qu'eux ils l'utilisent pour autre chose, nous aussi on doit l'utiliser pour ce qui peut nous permettre, nous aussi, de parler entre nous, de communiquer entre nous, de nous sensibiliser, de nous former, de nous éduquer, au lieu de l'utiliser pour des choses inutiles. Tel qu'aujourd'hui, certains de nos compatriotes, ce qui me choque, certains de nos compatriotes, surtout les jeunes, vous allez les trouver sur les réseaux sociaux, au lieu de les utiliser pour exploiter les moteurs de recherche qui les permettent de s'informer, de se former, pour avoir accéder à la connaissance directe. Les gens sont là en train de faire des amusements, ils sont en train de tchatcher des trucs de rien du tout à longueur de journée, des choses qui ne les avancent en rien. Mais si nous devons continuer cette façon de faire, mais évidemment on ne peut pas se battre, on ne peut pas faire le combat auquel je vous appelle, auquel nous sommes en train de nous appeler les uns les autres, pour que face à ces gens-là, qui nous ont asservis depuis longtemps, ils ont asservi nos grands-parents, ils ont asservi nos parents, ils sont en train de vouloir à ce que ça continue. Non, ça ne doit pas continuer, ça doit s'arrêter. Et c'est ça que chacun doit comprendre. Et c'est une question de vie ou de mort. C'est un choix de dignité. Où on choisit la dignité, où on choisit l'honneur et le prestige moral, ou alors on choisit le déshonneur et l'indignité, et donc par conséquent, naturellement, c'est l'obscurité parce qu'il n'y aura plus rien en face. Et c'est ça que chacun doit comprendre. C'est pour cela que nous disons, aujourd'hui là, ce qui est en train de se passer au Mali, nous l'avons expliqué. Vous avez vu avant-hier, le monsieur a cru qu'il pouvait se lever comme ça, là, comme jadis. J'arrive. Oui, j'arrive. Comme il était venu en 2000, comme il est ici au Niger, c'était 2017. Oui, il est venu pour voir ses soldats là-bas à la base. Donc bon, il a profité pour voir nos responsables politiques ici. Et il est parti à la base, vivre là-bas, dans la base, c'est là-bas, il a passé la nuit. C'est-à-dire, il considère que la base là-bas, c'est vraiment la France. À l'aéroport, le tarmac de l'aéroport de Niamey. C'est comme ça. Maintenant, il est arrivé, et heureusement que les Goïtas ont compris. Ces jeunes gens ont fait preuve de courage et de témérité, et ils méritent le soutien de toute l'Afrique, le soutien de tous les humains, et puis de justice et de dignité. Ils doivent soutenir ces acteurs-là. Et que partout dans nos pays, ça doit être, on doit avoir des gens capables de pouvoir être en mesure de s'organiser comme ça, pour que la bataille se fasse, et que, comme on dit, et on puisse sonner le glas à ces colonialistes impénitents, ces impérialistes de tout acabit. On s'en fout. Quel que soit celui qui viendra chez nous, nous devons désormais être capables d'avoir de la voix. On doit choisir nos partenaires, nous devons choisir ce qu'on veut faire avec lui et comment on va le faire, et non subir leur agenda et leur dictature. Comme ce que Macron a voulu faire
malgré qu'il a dit tout ce qu'il a dit, il revient encore, il leur dit, bon, j'arrive, préparez-vous, j'arrive, je vais venir avec un tel, je vais venir avec un tel, voilà, voilà. Il dit, non, monsieur, c'est pas toi qui vas définir l'agenda. Si tu veux venir chez nous, d'accord, on est prêt à te recevoir. Nous sommes des Africains, hospitalité africaine oblige, culture africaine oblige, on ne peut pas rejeter la fréquentation de quelqu'un, mais nous devons le faire dans la dignité. Il ne vous appartient pas de nous définir comment on va vous accueillir. Et il ne vous appartient pas de nous dire avec qui vous allez vous imposer chez nous. Jusqu'à vouloir décider que quand vous serez là, vous invitez les autres à venir vous rejoindre, on va faire une réunion. Mais bon Dieu, il est culotté ce garçon. Vous voyez ça? Et heureusement que face à lui, il a d'autres culottés qui ont compris et qui, sans faire trop de bruit, sans faire trop de tintamarre, de façon sereine, ils posent les actes et ils font en sorte que les actes qu'ils posent soient véritablement des actes qui parlent. Donc, ça, je crois que c'est un message qui est compris. Et tout le peuple malien doit se mobiliser comme un seul homme derrière ces frères-là pour que ce combat se gagne d'abord et puis ensuite, on se met dans une dynamique de la recherche de la voie d'action qui va nous permettre de faire face aux défis de la pauvreté, de la misère et aux défis de cette moquerie-là de l'utilisation des francs CFA. Oui, l'utilisation des francs CFA, il faut arrêter ça. C'est une formule la plus abjecte qui aujourd'hui est en train de nous asservir, en train d'abuser de nous. Tous les pays-là, regardez, tous ces pays-là, on est en train de travailler, on trime, on fait tout. Si tu travailles, tu fais tout, on te paie en CFA. Et le CFA, c'est eux qui les fabriquent. Ils peuvent demander qu'on fabrique autant qu'ils veulent. En même temps qu'ils honorent la commande de la BCAO, en même temps, ils peuvent fabriquer autant qu'ils veulent pour mettre ça dans les autres circuits, en donnant à leurs amis djihadistes, qui sont là à qui ils sont en train de le distribuer dans nos pays, partout. Vous les voyez avec de l'argent, avec les nouvelles motos, ils sont prêts à acheter une moto de 300 000 à 800 000 à 1 million. C'est ça. C'est à ce prix-là qu'ils achètent ces motos. Mais comment on peut continuer comme ça? Donc voilà, nous pensons que les uns comme les autres doivent être capables de savoir que vraiment, on a un choix à faire. Soit on fait le choix de la dignité, de l'honneur, ou le choix du déshonneur, et on se tait, et on subit. Voilà. Comme ça, il n'y a qu'à aller couper tous les testicules des uns et des autres, il n'y a qu'à les couper, et puis aller verser au fleuve, et puis ça s'arrête là. Oui. Parce que c'est juste, ils sont bons juste pour porter les pailles. C'est tout. Mais si nous considérons que nous sommes des hommes, à commencer par nos dirigeants, pour que nous considérons qu'il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible, il faut que cela soit. Maintenant, tous ces gens-là, aujourd'hui, ce que j'ai vu à l'Assemblée, les voleurs, les voyous là qu'on a vus à l'Assemblée, et qui ont posé des actes que tout le monde connaît, qui devaient normalement se cacher. Ils doivent avoir honte d'apparaître en public. Mais comme, bon, ça leur dit rien. D'abord, ils sont sans foi ni loi. Et donc, par conséquent, ça leur dit rien. Ils ne connaissent même pas c'est quoi la honte. Pour que ça les dérange. Pour que quand ils posent des actes et que le monde entier le découvre, le sache, qu'ils puissent avoir honte d'apparaître à certains endroits. Mais vous les voyez, ça leur dit rien. Ils sortent et ils vous disent des choses. Ils continuent à considérer que bon, ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Donc, à ça là, il faut une réponse. Une réponse claire et nette. Pas seulement le discours. Pas seulement le discours pour dire on va lutter contre les détournements, l'enrichissement illicite des uns et des autres en tant qu'acteurs de gestion publique. Il faut que ça soit, au-delà du discours, que ça soit des actes. Mais on a vu déjà, les gens cherchent à faire des arrangements. Ils font des arrangements pour qu'on puisse élargir les gens, considérer bon, que c'est cache ma tâche, je cache ta tâche. Mais jusqu'à quand? Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et je profite de l'occasion de fin de cet entretien-là pour implorer Dieu, le Tout-Puissant,
lui qui sait ce que nous ne savons pas, lui qui peut ce que nous ne pouvons pas, lui qui a les moyens de réaliser ce que nous ne pouvons pas réaliser, que Dieu tranche entre nous et ces bénéfiques. Tous ces gens-là qui se mettent en complicité ouverte ou cachée avec des ennemis de notre peuple, des ennemis de nos pays, des ennemis de la paix, des ennemis de la sécurité, des ennemis de la tranquillité publique, que tous ces acteurs de ces genres d'actes-là, que Dieu, dans son infinie bonté, nous donne la force et les moyens de les neutraliser et de les empêcher de continuer à asservir notre peuple et à être le prolongement de nos bourreaux qui nous ont abusés depuis la nuit des temps et qui veulent le continuer alors qu'il est temps que ça s'arrête et il est temps que nous prenions nos responsabilités. Comme je l'ai dit, nous n'avons aucun complexe. Aujourd'hui, dans la diaspora que nous avons de par le monde, mais vous imaginez combien de citoyens africains on a qui sont des cadres les plus éminents dans les formations les plus éminentes qu'ils ont été amenés à faire dans les différentes écoles, partout en Europe, comme en Occident, et comme en Asie ou partout. Et tous ces gens-là, même nous en tant que Nigériens, il y a combien de Nigériens aujourd'hui qui sont de la diaspora, qui ont fait des grandes écoles, des bonnes écoles, avec des bonnes connaissances. Moi, je ne parle même pas de diplôme. Mais les bonnes connaissances du savoir-faire qu'ils savent et qu'ils détiennent par devant eux, qu'ils sont aujourd'hui en train de prouver là-bas dans leurs différents pays. Mais pourquoi nous qui savons qu'on a aussi ça, on va continuer à développer des complexes? C'est ce complexe-là, chers frères, chers compatriotes, nous ne voulons pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous devons tous nous réarmer moralement. C'est un moment de réarmement moral. C'est un moment de l'encouragement les uns les autres pour que nous soyons capables d'être stoïques et imperturbables pour faire face à ça. Maintenant, tous ceux qui peuvent poser des actes qui sont de nature à divertir les gens ou à les distraire, nous, on ne les écoute pas. Nous faisons ce que nous croyons être notre devoir et c'est ce que nous avons toujours fait. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Maestro. Merci à tous ceux qui te suivent actuellement. Merci à tous ceux qui auront la chance de suivre cet entretien. Qu'ils en fassent bon usage. À la semaine prochaine.